Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à un nouveau débat en direct sur Nile TV International. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, on va parler des sanctions économiques qui sont devenues un outil diplomatique majeur, mais leur efficacité est débattue. Elles peuvent affaiblir une économie et transformer le comportement politique de régimes solidement enracinés et plus difficile. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au studio l'ambassadeur Ataya Abounaga, assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous et bon ramadan? Bon ramadan à vous aussi, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, puisqu'on parle des sanctions économiques, on doit parler des droits de l'homme. En effet, au début du mandat de l'Égypte au Conseil des droits de l'homme, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a participé via un message enregistré à la 5e réunion de la 61e session du Conseil des droits de l'homme. À cette occasion, Abdelati a réaffirmé l'engagement ferme de l'Égypte en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme, soulignant la nécessité d'une application cohérente et non sélective du droit international face aux défis actuels. Abdelati a insisté sur l'importance d'assurer l'acheminement à Gaza, d'accélérer la reconstruction et de mettre fin aux violations contre le peuple palestinien. Il a également mis en avant les efforts nationaux pour renforcer les droits et libertés, soulignant le lien étroit entre droits de l'homme et droit au développement. Alors, Votre Excellence, comment les sanctions économiques peuvent-elles affecter les droits de l'homme d'un certain pays? Bien, les sanctions économiques sont... Normalement, ce sont les Nations Unies et le Conseil de sécurité qui appliquent les sanctions, qui votent les sanctions économiques, qui les adoptent. Et Donald Trump, de nos jours. Oui, bien sûr. Mais j'aimerais dire qu'il y a deux types de sanctions économiques. Il y a des sanctions économiques dans le cadre des Nations Unies et puis il y a des sanctions économiques bilatérales. Le président américain, il a adopté des sanctions. Les États-Unis, même au temps de Cuba, l'embargo sur Cuba, ça c'était unilatéral. C'était pas au sein des Nations Unies. C'était pas dans le cadre des Nations Unies. On a eu d'autres exemples de sanctions économiques durant la guerre, par exemple, de Bosnie-Herzégovine. Il y avait des sanctions économiques qui ont été appliquées contre l'entité serbe en particulier pour essayer d'arrêter le génocide des Bosniaques de Bosnie-Herzégovine. Nous avons vu aussi les sanctions économiques prises contre l'Iran, contre la Corée du Nord. Mais à vrai dire, les sanctions économiques, eh bien, est-ce qu'elles affectent le gouvernement et les dirigeants ou bien elles affectent le peuple? Je pense que les sanctions économiques ont un effet négatif sur la population parce qu'elles provoquent davantage de pénurie de produits alimentaires, de biens de première nécessité. De chômage, pourquoi aussi? Oui, elle provoque l'hyperinflation, le chômage augmente et elle provoque aussi la colère de la population parce que quand les gens se voient privés de leurs besoins quotidiens, eh bien ça affecte leur droit à la vie, leur droit à la santé, parce que les sanctions économiques prévoient parfois l'interdiction de l'exportation de certains médicaments, de certains équipements, ce qui provoque par exemple la détérioration de la situation sanitaire, médicale, les maladies se propagent plus vite, les gens n'arrivent pas à trouver les médicaments pour se soigner. C'est très... Donc on peut dire que ces sanctions politiques affectent les droits de l'homme d'une façon flagrante. Oui, bien sûr, elles causent des dégâts très importants aux droits humains qu'on appelle maintenant. Je crois qu'on utilise de plus en plus l'expression droit humain et plus droit de l'homme, mais enfin c'est un détail. D'accord. Avant de continuer notre débat, on va voir ensemble un commentaire. Les sanctions économiques sont devenues un outil central de la diplomatie internationale. Elles visent à faire plier les États sans recourir à la guerre, mais leur impact dépasse souvent la sphère politique, touchant l'économie et la vie quotidienne des populations. Comprendre leurs mécanismes et leurs effets est essentiel pour saisir les enjeux de l'économie politique mondiale. Voyons ensemble ce reportage.
Les sanctions économiques représentent un instrument de pression fréquemment utilisé par les États ou les organisations internationales pour influencer le comportement d'un autre pays sans recours à la force militaire. Elles peuvent prendre différentes formes: restrictions commerciales, gel d'avoirs financiers, interdiction d'investissement ou limitations ciblées sur certains secteurs. L'objectif principal des sanctions est multiple. Politiquement, elles visent à contraindre un État à modifier ses politiques internes ou externes, comme le respect des droits humains ou l'arrêt d'une agression militaire. Économiquement, elles cherchent à affaiblir la capacité financière de l'État ciblé afin de limiter ses actions jugées inacceptables. Diplomatiquement, elles servent à envoyer un message symbolique et à montrer la solidarité internationale face à des comportements jugés illégitimes. Sur le plan économique, les sanctions provoquent plusieurs effets. Elles créent un choc sur le commerce en limitant les exportations et importations, ce qui entraîne une baisse des revenus et une raréfaction des biens essentiels. L'inflation et la pénurie sont souvent des conséquences directes, impactant le pouvoir d'achat des citoyens. De plus, le gel des actifs et les restrictions sur les investissements étrangers réduisent l'accès aux capitaux et aux technologies nécessaires au développement économique. Cependant, les sanctions n'affectent pas seulement les dirigeants, mais aussi les populations civiles, ce qui peut provoquer des tensions sociales et renforcer le nationalisme interne. Leur efficacité dépend de la cohésion internationale et de la capacité à empêcher le contournement par des partenariats alternatifs. Pour limiter ces défis négatifs, certaines sanctions dites intelligentes ciblent directement les élites ou des secteurs précis, tout en épargnant la population générale. Et on continue notre débat sur Nal TV avec l'ambassadeur Ataya Aboulnaga. Alors, est-ce que les sanctions économiques sont efficaces pour atteindre leurs objectifs? Bon, c'est une question un peu délicate. C'est-à-dire que les sanctions économiques, elles peuvent aider parfois à réaliser des objectifs. Mais je pense que, c'est-à-dire, si on prend l'exemple du Venezuela, par exemple, eh bien, l'administration américaine, sous même le régime du président Biden, et même avant, a imposé des sanctions économiques très efficaces, quoi, et très sérieuses, très sévères plutôt, contre le régime du président Maduro, parce que le gouvernement américain l'accusait d'être impliqué dans le trafic de drogue vers les États-Unis. Eh bien, et aussi parce que on accusait aussi, enfin, le Venezuela connaissait une crise économique grave et il y avait des protestations, il y a eu des élections, et puis les pays occidentaux ont dit que ces élections ne sont pas exactement, elles ont été truquées, quoi, et que le président Maduro n'est pas le président légitime du Venezuela. Mais est-ce que ces sanctions-là ont provoqué la chute du président Maduro? Ce ne sont pas les sanctions qui ont les sanctions, elles ont forcé c'est-à-dire que la population a souffert de plus en plus du manque de médicaments, du manque de nourriture, de l'hyperinflation qui a atteint 550% pour l'année 2025. Il n'y avait pas, les soins essentiels n'étaient pas disponibles pour la plupart des gens. Beaucoup de Vénézuéliens ont quitté le Venezuela pour le Mexique ou la Colombie. Alors, c'est-à-dire que même les sanctions, c'était aussi pour empêcher l'émigration. Eh bien non, elles ont conduit beaucoup de Vénézuéliens. Ils ne pouvaient pas aller bien sûr aux États-Unis, mais ils sont allés dans les pays voisins, la Colombie, et puis plus au nord au Mexique. Et en fait, ce ne sont pas ces sanctions-là qui ont provoqué la chute de Maduro. D'ailleurs, Maduro a quitté le pouvoir maintenant, mais ce n'était pas à cause des sanctions. Nous savons bien ce qui s'est passé le 3 janvier dernier. Alors, ça, c'est un exemple. Je peux aussi donner d'autres exemples. Comme en Iran? En Iran, peut-être, bien sûr, et aussi en Corée du Nord. Mais en Iran, c'est peut-être frappant parce que
les sanctions existent depuis plusieurs années, et puis elles ont été interrompues, puis on les a repris. Elles ont repris au mois de juin dernier, parce qu'on a accusé l'Iran de ne pas vouloir respecter ses accords avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, et que l'Iran a menacé de se retirer de l'accord de non-prolifération sur les armes nucléaires. Et puis il s'est avéré après que, c'est-à-dire que ces sanctions étaient un peu exagérées, parce que il y avait des sites qui ont été bombardés, et on ne sait même pas si ces sites-là contenaient des armes nucléaires ou non, ou contenaient de l'uranium enrichi ou non. C'était des informations qu'on a pris, que l'Agence internationale de l'énergie atomique a dit que l'Iran ne coopérait pas. Alors les États-Unis et Israël aussi ont pris prétexte de cela pour bombarder l'Iran. Aussi, on peut aussi parler de ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Les sanctions, des sanctions très sérieuses ont été prises, très fermes ont été prises à l'encontre de la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Ça fait exactement 4 ans maintenant que cette guerre a commencé. Eh bien, les sanctions, c'est vrai que l'économie russe a subi des conséquences très fortes, mais il faut aussi dire que elles n'ont pas abouti elles n'ont pas forcé le président Poutine à cesser la guerre, ni à retirer ses troupes de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire que les droits de douane imposés parfois sur quelques pays sont une sorte de sanction, mais sans utiliser le mot sanction, comme par exemple les droits de douane imposés par les États-Unis sur la Chine ou sur l'Union européenne? Est-ce qu'il joue Je ne suis pas sûr qu'on peut dire qu'il s'agit là de sanctions, ou bien c'est-à-dire parce que ça, les droits douaniers, c'est un autre régime, peut-être parce qu'il est lié à l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire les accords de GATT, et TRIPS et tout ça. Alors bon. Oui. Mais ils sont utilisés plus ou moins de la même façon pour faire pression sur quelques pays. Bien sûr. Les États-Unis, avec le président Trump, augmentent presque quotidiennement les droits de douane imposés aux autres pays. Ils ont atteint par exemple 50% pour l'Inde et 45% pour la Chine. Et pour certains pays, c'est 30%. Pour d'autres, c'est 25%. Pour d'autres, ça peut être plus que 50%. Alors, il n'y a pas vraiment une consistance, mais et parfois, vous avez raison de souligner cet exemple, parce que l'administration du président Trump a imposé des droits de douane sur la Serbie, en l'accusant de fournir du pétrole à la Russie, d'acheter du pétrole à la Russie, excusez-moi. Et c'est la même chose aussi avec l'Inde. L'administration américaine a voulu punir l'Inde parce que l'Inde importe beaucoup de pétrole russe. De quantité importante, très importante, parce que bien sûr l'Inde est le pays le plus peuplé du monde. Donc c'est toujours l'arme économique utilisée par certains pays pour faire pression et punir d'autres pays. Oui, c'est une arme, c'est un outil de pression, et qui n'est plus seulement c'est-à-dire qui devient de plus en plus efficace et qui cause des dégâts à l'économie des autres pays, et pas seulement parce que aussi quand les droits douaniers augmentent, l'inflation augmente, parce que les gens n'arrivent plus à acheter les mêmes produits au même prix. Et ça provoque l'hyperinflation. Alors on peut dire que c'est une réaction en chaîne, quoi. Mais est-ce que ces sanctions, ils touchent seulement aux pays sanctionnés, ou bien les pays qui les imposent aussi sont touchés par ces sanctions parfois? Bien sûr que les pays qui les imposent sont touchés dans le sens que les autres pays peuvent aussi répondre par des countermeasures, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que quand les États-Unis imposent des droits douaniers excessifs à la Chine, eh bien la Chine répond en imposant des droits douaniers sur les produits américains. Alors ça devient une guerre commerciale, en fait. Et ensuite,
Bien sûr, il y a des pays qui ne sont pas vraiment dans le jeu. Je veux dire qu'un pays qui importe des produits russes via l'Iran ou via l'Ouzbékistan ou je ne sais pas quoi, eh bien, parfois on le punit aussi parce qu'il a importé indirectement des produits de la Russie. La Russie aussi, d'ailleurs, les sanctions qui ont été imposées à la Russie ne sont pas seulement commerciales. Il y a eu l'interdiction de l'espace aérien aux avions civils russes. Il y a eu, la Russie a été aussi ne participe plus dans les compétitions sportives internationales. Il y a des sanctions culturelles, il y a des sanctions économiques, il y a aussi des sanctions qui sortent du cadre, à part que maintenant aussi on parle de geler les avoirs russes dans les banques européennes. 300 milliards de dollars, c'est une somme gigantesque. On cherche en fait, on sort du cadre de sanctions à un cycle où on essaie d'étouffer l'autre pays ou d'asphyxier son économie. Puisqu'on a parlé de l'efficacité de ces sanctions pour atteindre leurs objectifs et que parfois ils ne sont pas efficaces mais ils ruinent aux droits humains des populations, est-ce qu'on peut trouver d'autres alternatives pour résoudre les conflits d'une façon plus humaine? Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut toujours privilégier le dialogue, la diplomatie, la coopération régionale, la coopération multilatérale, enfin les pourparlers bilatéraux, multilatéraux, c'est-à-dire que les pays, la médiation, par exemple, il y a certains pays qui se posent souvent en médiateur pour essayer de relativiser l'effet des sanctions et qui essaient aussi de convaincre les parties d'arrêter cette guerre commerciale qui nuit aux deux côtés, parce que c'est pas... c'est quelque chose qui... Mais bien sûr, ce processus demande beaucoup d'efforts, parce que les négociations et la médiation, ça ne bouge pas très vite parfois. Oui, on s'arrête une deuxième fois pour voir un deuxième reportage. Les sanctions économiques ont dépassé le rôle traditionnel d'outil de pression pour devenir un véritable levier stratégique. Aujourd'hui, elles influencent non seulement l'économie, mais aussi la politique et les alliances internationales, transformant la diplomatie moderne en un champ de bataille économique et stratégique. Voyons ensemble. Les sanctions économiques ont longuement été considérées comme de simples instruments de pression diplomatique destinés à contraindre un État à modifier un comportement précis. Dans un premier temps, elle était temporaire et limitée, visant surtout à obtenir des concessions ponctuelles, comme l'arrêt d'une agression militaire ou le respect d'un accord international. Avec la mondialisation et l'interdépendance économique, le rôle des sanctions a profondément évolué. Elles sont désormais utilisées comme de véritables armes stratégiques, capables d'influencer non seulement l'économie, mais aussi la politique et la diplomatie des États ciblés. Aujourd'hui, les sanctions visent à affaiblir la capacité économique et militaire d'un adversaire, isoler diplomatiquement un pays en limitant ses partenariats internationaux, créer une pression sur les dirigeants en affectant directement les élites et les secteurs clés de l'économie. Ce passage de l'outil ponctuel à l'arme stratégique a donné naissance aux sanctions ciblées ou intelligentes qui minimisent l'impact sur les populations civiles tout en maximisant la pression sur les décideurs politiques. Cependant, l'efficacité de ces mesures dépend largement de la cohésion internationale et de la capacité à bloquer les voies alternatives d'approvisionnement. Les sanctions peuvent aussi entraîner des conséquences imprévues comme le renforcement du nationalisme ou le développement de nouvelles alliances économiques contournant les restrictions. En conclusion, les sanctions économiques ne sont plus de stratégiques majeures dans les relations internationales. Leur succès repose sur une planification soigneuse, un ciblage précis et une coordination internationale efficace afin d'atteindre les objectifs politiques souhaités tout en limitant les impacts humanitaires négatifs.
Alors, Votre Excellence, l'ambassadeur Ataya Abounaga, comment vous voyez l'évolution du concept de sanctions économiques, d'un outil de pression à une arme stratégique, et quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à cette évolution? Bien, oui, c'est-à-dire que les sanctions sont devenues une arme stratégique parce que maintenant, il ne s'agit plus de pousser un pays à adopter des mesures spécifiques, mais on cherche à sortir de ce cadre et on étouffe l'économie, on asphyxie, on essaie d'isoler le pays diplomatiquement et économiquement. Je donnais l'exemple de ce qui se passe pour la Russie, c'est-à-dire que les sanctions, elles ont aussi touché le système de messagerie interbancaire qui est connu sous le nom de SWIFT. Eh bien, les sanctions, c'était pour empêcher la Russie d'avoir des transactions directes à travers les banques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces pays-là, pas forcément la Russie, mais aussi la Russie, peut-être l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, le Venezuela, tous ces pays-là, ils ont cherché à coopérer ensemble pour surmonter les obstacles qu'ils ont dû affronter à cause de ces sanctions. Alors ils ont imaginé des structures parallèles pour le règlement de leurs transactions et de leurs paiements. C'est-à-dire que pour la Chine, par exemple, la Chine, pour sortir du système de SWIFT, elle a imaginé un système qui s'appelle Cross-Border Interbank Payment System, CIPS, Cross-Border Internet Payment System. Alors ça a permis à la Chine de régler ces transactions commerciales avec d'autres pays sans passer par le dollar. C'est-à-dire que les sanctions économiques sont surtout, étant donné que les États-Unis contrôlent quand même, sont la première puissance mondiale du monde, et que le dollar, jusqu'à aujourd'hui, demeure quand même la première monnaie internationale pour les échanges commerciaux, eh bien, ces pays-là, maintenant, ils cherchent à sortir du cercle du dollar, de se libérer et d'imaginer des structures parallèles pour le règlement de leurs transactions. À travers ces mécanismes-là, comme le Cross-Border Payment System, Interbank Payment System, ou même la Russie, elle a inventé un système qui est un peu moins efficace que le SWIFT, mais qui marche, qui s'appelle MRI. Les pays d'Amérique latine ont imaginé quelque chose qui s'appelle SUR. SUR, ça veut dire Sud en espagnol, mais c'est-à-dire que ça lie les pays d'Amérique latine, le Venezuela, avec la Colombie, avec la Bolivie, avec le Mexique. Certains, ils essaient de travailler. Et puis on a encouragé aussi le paiement en monnaie locale. C'est-à-dire la Chine et la Russie, la balance commerciale est de 240 milliards de dollars pour l'année 2025. Eh bien, la Chine payait ses achats de la Russie en yuan et la Russie payait en rouble. Et est-ce que ces démarches font sortir ces pays de cette crise de sanctions? Est-ce qu'ils sont efficaces? En tout cas, pour dire si elles sont efficaces, ce sera à long terme qu'on pourra juger ça, à mon avis. Mais je pense que ça a incité tous ces pays-là à travailler, à coopérer ensemble. Exactement, oui. C'est-à-dire, le meilleur exemple dans ce cas, c'est peut-être le BRICS. Le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'est-à-dire South Africa, Afrique du Sud. Et maintenant, le BRICS, avant, il comprenait seulement 5 pays. Maintenant, nous avons, je crois, 11. Et l'Égypte est devenue membre, comme vous savez. L'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Algérie, c'est-à-dire que l'Ouzbékistan, la Turquie, je crois qu'on étudie encore sa candidature. Mais enfin, ils sont maintenant 11 pays qui travaillent ensemble pour trouver des mécanismes de règlement de leurs transactions commerciales en dehors du dollar.
ils encouragent le paiement en monnaie locale. Et puis aussi, il y a d'autres mécanismes comme le cybercoins qui échappent au contrôle des banques centrales. C'est très important ça. C'est-à-dire que maintenant la Banque centrale ne contrôle plus les échanges et on peut les faire en dehors de son contrôle. Il y a en fait les pays qui sont ciblés travaillent de plus en plus ensemble, coopèrent de plus en plus ensemble pour faire face à ces sanctions. Et je crois aussi que parfois on arrive à un stade de saturation des sanctions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sanctions à ajouter, tellement on a pris toutes les options qu'il n'y a plus de... Et ça pousse les pays à travailler ensemble, et comme on dit en anglais aussi, backfire. C'est-à-dire que les pays occidentaux ou ceux que les pays qui ont adopté les sanctions voulaient, eh bien, n'est pas réalisé. Au contraire, c'est un effet inverse. Et quand est-ce qu'on peut récolter les fruits de ces démarches contre les sanctions? Comme je viens de vous dire, ça va prendre du temps, mais c'est un peu, il faut dire la vérité, je pense que c'est vrai que tous ces mécanismes-là, ils fonctionnent, mais lentement un peu. Il y a aussi certaines réserves de certains pays qui disent non, nous préférons continuer à travailler en dollars. Enfin, est-ce qu'ils travaillent lentement ou bien ils ont peur du monopole américain? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, oui, ils se méfient de cette hégémonie américaine, hégémonie économique américaine. Ils veulent sortir du cadre d'être prisonniers du dollar, d'être prisonniers du SWIFT, d'être prisonniers du ministère du Trésor américain qui est très puissant. Parce que le Treasury Department, il peut interdire à un citoyen indien ou ouzbek d'ouvrir un compte en dollars s'il est sur la liste des personnes recherchés par le ministère du Trésor américain. Ils ont même des mécanismes pour ça, control on foreign currency. Et qu'est-ce qui est plus efficace, les sanctions contre des personnes ou bien contre des gouvernements ou bien contre des pays? C'est une bonne question. Personnellement, je pense que les sanctions qui sont prises quand on cible les personnes, on appelle ça smart sanctions. Eh bien, ces personnes-là sont généralement des hauts placés dans les gouvernements. Eh bien, eux, ils ont leurs propres moyens pour se protéger contre l'effet de ces sanctions. Ils se débrouillent pour que ces sanctions-là... Comme les banques d'outre-mer et exactement, exactement. Les sociétés écrans, les banques d'outre-mer, les prête-noms, ils peuvent faire virer les sommes. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas avoir un compte et ouvrir un compte au nom d'un ami et de quelqu'un qu'il connaît dans certains pays qu'on appelle les paradis fiscaux. Alors, ces personnes-là, ils sont seulement affectés quand... Bon, on leur refuse les visas, on leur refuse l'accès à des conférences. Bon, parfois, ça ne s'intéresse pas beaucoup à ça. C'est surtout la population qui souffre des sanctions parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, comme on dit. Ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins quotidiens, à scolariser leurs enfants, à payer les frais médicaux, les frais scolaires. Quand l'hyperinflation est très grande. Et puis les sanctions aussi ont eu des effets négatifs sur notre région, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à cause de la guerre en Ukraine, c'est que les prix des céréales ont augmenté. Et ça a eu des effets dans notre région et l'Égypte a souffert de l'augmentation des prix du blé. Nous sommes le premier importateur du blé du monde. Est-ce que les sanctions économiques perdent leur efficacité lorsqu'elles sont utilisées d'une manière excessive? Oui, je crois que je viens de souligner ça, parce qu'on arrive à un stade de saturation des sanctions. Il n'y a plus de sanctions appliquées. On a imaginé toutes les sanctions possibles, et les pays qui sont ciblés, eh bien, ils travaillent ensemble maintenant pour surmonter l'effet de ces sanctions.
C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit qu'il existe une coalition entre le Venezuela, la Corée du Nord, la Russie, l'Iran. Ils travaillent ensemble et ils échangent des produits. Le commerce existe entre eux, via peut-être pas d'une manière directe, mais ils trouvent aussi des moyens pour échanger. On a accusé le Venezuela, enfin on dit que le Venezuela utilise des flottes fantômes qui battent pavillon de pays pas très connus, c'est-à-dire qu'il parvient à exporter, qu'il parvenait à exporter de grandes quantités de pétrole. La même chose, l'Iran continuait à fournir à la Russie des drones, même la Corée du Nord a envoyé des drones à la Russie. C'est-à-dire que tous ces pays-là, ces pays ciblés, eh bien, se sont unis pour surmonter les effets négatifs des sanctions. Est-ce que les pays africains aussi ont une démarche pour faire face aux sanctions internationales? Bien, les pays africains, c'est-à-dire que les pays africains ils essaient de promouvoir la coopération entre eux. Certains pays africains sont membres du BRICS. Comme bien sûr l'Afrique du Sud, maintenant l'Égypte, le Nigeria, et puis ils ont aussi leurs mécanismes, leurs organisations régionales, comme l'organisation des pays de l'Afrique de l'Ouest, la COMESA, la East Africa Community, enfin toutes ces organisations, la SADC, South Africa Development. La plateforme de libre-échange? Oui, bien sûr, la plateforme de libre-échange de tous les pays africains, Continental Free Trade Agreement, mais ça n'a pas été ratifié par tous les pays. Mais ça avance, oui, pas encore, mais il y a un nombre important de pays qui ont ratifié ça. Il y a certains pays qui ont des réserves parce que leur économie est encore faible. C'est-à-dire, les pays africains, je dirais que parfois, ils sont affectés, que les sanctions qui touchent d'autres pays les affectent. C'est-à-dire, je viens de donner l'exemple de ce qui s'est passé, pas seulement pour la Russie, mais aussi pour l'Ukraine, dont les exportations de céréales et de blé qui nous a affectés. Et je pense qu'ils ont affecté d'autres pays africains, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, enfin tous les pays qui importent. Troisième et dernier reportage concernant les sanctions. Les sanctions économiques utilisées à répétition voient leur efficacité diminuer tout en créant des répercussions importantes sur les pays en développement et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour évaluer leur véritable impact stratégique. Voyons ensemble. Les sanctions économiques sont devenues un outil central de la diplomatie internationale, mais leur efficacité n'est pas toujours garantie, surtout lorsqu'elles sont appliquées de manière répétitive. Au fil du temps, les États ciblés développent des mécanismes pour contourner les restrictions, réduisant ainsi l'effet de pression initiale et entraînant une diminution progressive de leur impact politique. Lorsqu'elles sont répétées, ces mesures perdent souvent de leur efficacité. Les pays visés diversifient leurs partenaires commerciaux et financiers pour éviter l'isolement économique, anticipent les mesures à venir en restructurant leur économie afin de réduire la dépendance aux marchés sanctionnés. Les sanctions ont également des conséquences indirectes sur les pays en développement, notamment ceux dont l'économie dépend des marchés internationaux affectés. Elles peuvent provoquer une augmentation de l'inflation, une rareté des biens essentiels, une hausse du chômage et des pressions sociales accrues. Ces effets fragilisent le développement économique et limitent la capacité de ces pays à absorber les chocs internationaux. Par ailleurs, les sanctions perturbent souvent les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des retards et des interruptions dans l'importation de matières premières, de composants industriels ou de technologies. Ces perturbations rendent les flux commerciaux plus volatiles et coûteux, avec des répercussions sur les prix et la disponibilité des produits, affectant consommateurs et industries à l'échelle mondiale. En conclusion, bien que les sanctions économiques restent un instrument puissant de pression politique, leur efficacité diminue lorsqu'elles sont utilisées de manière répétée et leurs effets collatéraux sur les pays en développement et les chaînes d'approvisionnement internationales
peuvent être significatifs. Il est donc essentiel d'appliquer ces mesures de manière stratégique, ciblée et coordonnée afin d'atteindre les objectifs politiques souhaités tout en limitant les dommages économiques et sociaux. Et une dernière question, Votre Excellence. Comment les sanctions affectent les chaînes d'approvisionnement mondiales? Bien sûr, les sanctions, elles ont un effet sur les chaînes d'approvisionnement parce que, c'est-à-dire que ces chaînes d'approvisionnement, au lieu de prendre un certain temps pour faire accéder les marchandises du pays A à pays B, eh bien, les choses vont être beaucoup plus lentes et on va utiliser des voies, peut-être des voies maritimes non ordinaires. Ça va augmenter les prix de transport, les frais de transport. Ça va, et en plus, quand ces produits arrivent à destination, elles peuvent être avariées si ce sont des denrées alimentaires, ou bien, alors elles ne vont plus servir à rien, quoi, si ou bien ce qui se passe, c'est que même si elles sont disponibles sur le marché, elles vont être encore plus chères, ce qui va affecter les populations, l'acheteur, le consommateur quotidien. C'est-à-dire que, et puis ça va provoquer une hyperinflation dans le pays, ce qui aura des conséquences un peu néfastes sur la macroéconomie de ces pays. Les prix des matières premières vont augmenter, les prix de fabrication vont augmenter. C'est-à-dire que c'est comme une chaîne. Chaque élément devient plus cher, devient plus coûteux. Et bien sûr, celui qui est le plus affecté, ce sont les peuples ciblés, les pays ciblés, mais surtout la population des pays ciblés. Et que chaque sanction ne frappe pas seulement les pays sanctionnés, mais presque tout le monde. Bien sûr, parce que c'est un effet de domino, quoi. Ça touche ce pays-là, ça touche le voisin, ça touche les autres. Et puis, en plus, les sanctions économiques, c'est comme on l'a dit avant, c'est surtout ça cause des dégâts sur le plan médical quand un pays est privé de médicaments, privé d'équipements médicaux, parce qu'ils arrivent. D'ailleurs, si je termine sur ce point, les sanctions économiques ont causé des tragédies quand il y a eu les tremblements de terre en Syrie et au Maroc et tout ça. Bon, le Maroc, bien sûr, n'est pas sanctionné, mais la Syrie était sanctionnée et les organisations humanitaires n'arrivaient pas à envoyer le matériel aux populations. À Gaza aussi. À Gaza aussi, bien sûr. Et en Iran, il y a eu un tremblement de terre il y a un an peut-être, et on n'arrivait pas à acheminer l'aide, l'assistance nécessaire. Merci beaucoup, Votre Excellence, l'ambassadeur Atay Abounaga. Je répète que vous êtes assistant adjoint ancien assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Bon Ramadan et à la prochaine.